Podemos Paris, en fait, c'est parce que Podemos il s'organise par cercle, c'est-à-dire, par exemple, si vous habitez à Madrid, si vous habitez à Cadiz, si vous habitez à Barcelone, selon où vous habitez, vous allez avoir un cercle qui est formé par des voisins, et des gens tout simplement qui habitent à peu près dans les mêmes quartiers. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à Paris, il y a tellement d'Espagnols, on a fait un cercle Podemos Paris, qui est formé notamment des Espagnols qui ont dû émigrer, qui habitent maintenant à Paris, mais aussi des Français qui sympathisent avec Podemos et qui viennent aussi à notre cercle. Donc c'est ça, Podemos Paris, c'est un groupe de personnes qui soutient les partis politiques en Espagne et qu'en même temps ont une action locale, c'est-à-dire qu'ils vont se mobiliser aussi, par exemple, contre la loi du travail en France, parce que ça va nous affecter aussi. Donc c'est un petit peu un espace pour l'Espagne, mais aussi à l'international. Justement, quelles sont les propositions de Podemos Paris? Donc en fait, Podemos Paris, si vous voulez, c'est pas une entité politique elle-même, nous on est juste des militantes. Donc en fait, on n'a pas des propositions nous-mêmes, on a les propositions des Podemos dans l'État. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu identifier quels sont les problèmes des Espagnols qui habitent en France, des Espagnols qui habitent en dehors de l'Espagne, pour faire parvenir à Podemos quels sont les problèmes et proposer aussi des solutions. Et c'est eux qui vont voir effectivement sur place, comme ils sont dans les parlements, comme ils sont dans les municipalités, comment on pourrait résoudre ces problèmes. On est un petit peu une voie de communication. En fait, par exemple, les propositions qui pourraient un petit peu avoir des liens avec nous, c'est pour voter, par exemple, depuis l'étranger. Il y a eu les partis politiques conservateurs et les partis socialistes aussi qui ont enlevé, entre guillemets, les droits de vote aux Espagnols qui habitent à l'étranger parce qu'ils ont fait un processus tellement compliqué que finalement juste les 4% des Espagnols qui habitent à l'étranger peuvent voter. Donc déjà, Podemos là-dessus, ils ont une proposition de loi qui permettrait que la plupart des Espagnols qui habitent à l'étranger pourraient voter. Mais pas juste ça, ils ont aussi des plans des retours des expatriés, c'est-à-dire ils vont avoir des plans à l'université, etc., pour des doctorats et pour des plans scientifiques, pour que tous ces gens qui ont dû partir à l'étranger parce qu'ils n'avaient pas une possibilité en Espagne, qui puissent rentrer par les biais de ce plan d'action aussi. D'accord. Et justement, comment est-ce qu'on peut rentrer en contact avec Podemos Paris? En fait, avec Podemos Paris, on est déjà présent sur tous les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, avec tout simplement Podemos Paris. On a une adresse mail qui est podemospari@gmail.com et toutes les personnes qui sont intéressées, il ne faut pas hésiter à nous envoyer un mail, à venir nous voir. Nous, on fait des assemblées, mais on fait aussi des trucs plus cool, des pique-niques, etc. Donc, tout le monde est le bienvenu. Et concrètement, justement, comment ça se passe? Une fois par semaine? Oui, effectivement, normalement c'est 2 fois par mois. Après, ça dépend. Par exemple, en période de sélection, on se voit normalement tous les semaines parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Sinon, normalement, c'est 2 fois par mois. D'accord. Et un petit mot de conclusion par rapport à Podemos? Justement, dire que nous, on croit qu'on est les 99% des gens qu'on doit tous unir, que ce soit Podemos, que ce soit des gens des autres partis, mais qu'il faut qu'on essaye tous de s'unir pour lutter ensemble contre l'oligarchie qui représente les 1% de la population. L'action du mouvement de la paix, c'est promouvoir la culture de la paix et de la non-violence. Et la culture, donc il faut que je vous parle un petit peu de la culture de la paix et pas seulement s'opposer à la guerre, mais aussi avoir plein de droits. Parce que là où il manque de droits, c'est là où naissent les conflits ou explosent les guerres. L'association, depuis sa naissance, s'est opposée à l'usage de la violence pour le règlement des conflits. Et donc nous actuellement, on est toujours dans le même esprit et on s'oppose fortement au développement de l'arme nucléaire et l'investissement de tant de milliards dedans. Et on regrette d'ailleurs que la France n'ait pas signé le traité de l'abolition de l'arme nucléaire. 121 pays l'ont signé et le nôtre ne veut pas le faire. Il continue à croire que l'arme nucléaire servira alors que la seule chose
qu'on constate maintenant, c'est qu'il absorbe beaucoup d'argent, des milliards. C'est une menace non seulement pour les Français, c'est une menace pour tout le monde. Et c'est pas un signe d'une volonté de vouloir un monde nouveau, un monde de paix et sans guerre, et sans armes nucléaires. Alors l'association, il intervient à plusieurs niveaux. Hein. Il y a des comités, des collectifs un peu partout en France. Donc on intervient localement pour la promotion de la culture de la paix et de la non-violence par des actions qui s'intéressent aux scolaires, qui s'adressent à tous les gens, au soutien de droits, et demander aux élus locaux de promouvoir la culture, de faire de la culture de la paix une constante dans leur politique, de demander aux élus députés et au gouvernement de mettre en place un ministère de la paix, une coordination qui prend en considération la paix. Donc on est pour tout ce qui touche au droit, parce que la culture de la paix, c'est d'abord le droit, tous les droits, pour tous, c'est l'égalité, c'est la non-discrimination, c'est le développement durable, c'est avoir droit, comme vous êtes journaliste, c'est aussi avoir droit à une presse, il y a des médias et une communication libre. Voilà, ça concerne pratiquement tous les domaines de la vie. Donc voilà, nous on est présents ici pour dire la parole de la paix, parce que et on constate chez tous les gens là qui passent ou qu'on rencontre, qui sont en total accord avec nous, qu'on pose la question de la paix, ils sont tous d'accord, mais il y a toujours un soupçon, ils disent mais vous croyez qu'on arrivera un jour, et bien oui, on arrivera un jour, si chacun commence autour de lui, dans sa vie, dans le quartier, dans sa vie familiale, dans sa vie au travail, défendre les valeurs de la paix, y croire et y défendre. Le monde a besoin de paix et la paix a besoin du monde. Qu'est-ce que j'ai fait au mouvement de la paix? Là, on a spécialement travaillé parce qu'il y a des marches de la paix qui sont organisées depuis, là, c'est la deuxième année. Il y a des marches de la paix dans toute la France, hein, et il faut le faire savoir, quoi. Donc j'ai distribué une quantité énorme, j'étais un des plus grands distributeurs de tracts que l'on a distribués qui sont là pour cette manifestation du 23 septembre. Voilà. Parce qu'on pense que les histoires de guerre, on n'en parle pas, mais il y a par exemple des manœuvres militaires qui se passent actuellement autour de l'URSS, enfin l'ancienne URSS et puis l'OTAN. Il y a des manœuvres militaires qui se trouvent des deux côtés de la frontière et c'est dangereux, on n'en parle pas. Et puis il y a des guerres partout dans le monde, donc on pense qu'il faut que l'humanité change et qu'un jour elle se rende compte que les guerres en général n'arrangent rien. Il y a peu de guerres qui ont vraiment servi la cause de l'après-guerre, voilà. Et donc il faut régler les problèmes de guerre et de paix par des négociations, il faut y arriver. Et il faut arriver encore en plus à ce qu'il n'y ait plus de bombes nucléaires, de bombes atomiques. D'ailleurs, rappelez qu'il y a un traité qui a été signé, ça fait de nombreuses années, et qu'il faut vraiment qu'il soit appliqué. Voilà. Et on ne parle pas assez en France des dangers de guerre mondiale, et puis sans parler de toutes les guerres, toutes les populations civiles qui vivent, qui sont obligées de partir de chez eux parce qu'il y a la guerre partout. Voilà. Donc on pense que le mouvement de la paix, c'est une chose utile pour redire à tout le monde que les histoires de paix et de guerre sont importantes. Alors, c'est pour ça que cette manifestation du 23 est très importante parce qu'elle est pilotée elle est pilotée par le mouvement de la paix, mais il y a 130 organisations et quelques qui y participent. Donc c'est très important. C'est une marche de la paix qui doit avoir beaucoup de succès. Voilà. Et il y en a dans toute la France. Voilà. Par exemple, en Bretagne, j'ai appris qu'il y en avait 4 ou 5, vous voyez. Il y a non seulement Rennes et Brest, mais il y a Paimpol, je crois, enfin je ne sais plus très bien. Enfin voilà. Voilà, donc c'est important, il faut le faire savoir. Et j'ai beaucoup fait ça aujourd'hui, voilà, tout bêtement. Voilà.
à part les moments où je me suis assis pour boire un petit peu une petite bière. Voilà. Bah, d'abord, historiquement, il a été créé dans l'après-guerre, donc dans les années 46, et parce qu'avec les épreuves et le nombre de morts qu'avaient vécu, du monde entier, on s'est aperçu qu'il fallait peut-être créer une organisation. Voilà, à l'époque, il y a eu l'appel de Stockholm, justement, que tout le monde n'a pas apprécié. Quand j'étais chez mon père, par exemple, qui était contre l'appel de Stockholm, il y avait une grande affiche, l'appel de Stockholm, avec un jeu de mots pour enterrer les libertés. Voilà. Parce que c'est un appel qui avait été aussi piloté par l'URSS à l'époque aussi. Mais donc, on y voyait comme si c'était que l'URSS qui parlait de la paix pour les autres, mais pas pour elle. Donc c'était les gens qui étaient contre l'appel de Stockholm. Et l'appel de Stockholm a eu un grand succès. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous raconter aussi? Je pourrais vous dire aussi que les Américains, à un moment, lors de la guerre de Corée, avaient envisagé à nouveau d'utiliser l'arme nucléaire, vous voyez. Je pourrais vous dire qu'il y a eu des désarmements, entre les Pershing et les SS-20, c'est-à-dire des fusées aussi bien russes que de l'OTAN. On est arrivé à une certaine diminution. Mais en tout cas, le fond, c'est qu'on n'en parle pas assez des histoires de paix. Il y a des gens qui font exprès de ne pas en parler. Voilà. Il y a des lobbies militaires par barrière, mais il ne faut pas oublier qu'on vit sous une poudrière. Éventuellement, il y a déjà eu pas mal d'ennuis, par exemple, de fausses alertes. Voilà. La petite conclusion, c'est que vraiment, les histoires de guerre et de paix, on n'en parle pas assez dans notre pays. Or, on est entouré de guerres partout. Et ben, il faut y arriver un jour, parce que l'avenir de l'humanité, c'est pas la guerre, c'est la coopération et les discussions pour arriver à un compromis, parce que les armes, c'est la pire des choses. Voilà. Vous enverrez ça sur notre mail. Pardon? Ta voiture en bois, comment ça va? Ouais, pas très individuel celle-là. Actuellement, comme vous voyez, on est dans le Fête de l'Humanité, au stand de l'ambassade de la Palestine, pour présenter notre cause et les actualités de notre cause palestinienne et les dernières accusations que l'événement qui se passe en Palestine pour la majorité qui est en New York. Actuellement, notre ambassadeur est intervenu en 2 reprises ici dans le FPS pour rencontrer les organisations françaises pour présenter la cause palestinienne. Évidemment, encore, il y avait des actions avec d'autres villes départementales pour faire du jumelage aussi. Et comme vous voyez dans notre stand, on présente des produits folklore palestinien avec 2 photos, un exposé de photos pour présenter le patrimoine palestinien. C'était un projet d'un photographe français qui veulent dire que la robe et les dessins qui sont dans des robes sont des cultures et patrimoine palestinien, et c'est pas parce que ça appartient à la même combat culturel qu'on le bat à l'UNESCO dernièrement. Et justement, quelle est un petit peu la situation de vos amis en Palestine? Comment ça se passe? La situation, c'est toujours de plus en plus dure et délicate. Toujours le gouvernement israélien il n'arrête pas de dépasser les lois et interpeller les gens. Même dernièrement, ils ont agressé un ministre
le ministre du mur contre le mur et la colonisation. Même c'était une marche paix, il y a une agression et malgré ça il était agressé. Et ce ministre il était là hier avec une conférence avec l'association qui est à côté. Conclusion, ce qui nous fait plaisir qu'ici on est toujours rassuré, on est présent et entouré avec des gens solidaires. L'association, c'est une présence pas juste française, gouvernementale et même par les gens. De plus en plus, on le trouve et on le touche. Les gens, ils sont de plus en plus avec nous, ils croient et ils se battent avec nous. Nous sommes là pour expliquer aux gens comment notre ennemi israélien, comment il traite notre peuple palestinien, comment il fait pour expliquer aussi le problème des prisonniers palestiniens, pour dire aux gens qu'on a besoin de paix en Palestine. C'est une stand de l'ambassade de Palestine ici, de l'autorité palestinienne ici à Paris, dans les fêtes de l'humanité. On présente les folklore palestiniens, de produits fabriqués en Palestine, comme les tissus ici, comme les images ici aussi sur la Palestine. J'espère qu'un jour on aura notre État palestinien et on vit comme tout le monde dans les pays. Ils ont pris le photo en Palestine aussi. Chaque mot représente une ville. Voilà, donc notre instinct de la part de un ensemble qui s'appelle Coordination des Iraniens en France, composé de 3 organisations gauche iraniennes et de gauche indépendants. Donc on est là pour présenter une partie de gauche démocratique iranienne, et présenter la situation d'Iran, en particulier la situation actuelle des prisonniers politiques en Iran, qui composent des syndicalistes, des ONG, des activistes politiques, qui pour la liberté de pensée et de parole, actuellement, ils sont dans une situation très difficile
que je ne prends qu'un exemple, durant ces 40 derniers jours, il y a une grève de faim dans la prison pour demander de ne pas dégrader la situation des prisonniers. Donc on essaie de faire des communications informationnelles avec l'opinion publique, d'une part, donc ici dans la fête, sur la fête, d'autre part, à part de la fête, avec des manifestations occasionnelles et de communication avec des journalistes pour pouvoir présenter la situation actuelle. On souhaite, dans cette fête de l'humanité, on souhaite que l'État de la France, dans la relation qui effectue avec le régime d'Iran, aussi bien au niveau économique que politique, il n'oublie pas la situation des droits de l'homme dans notre pays. Sur la journée de la femme, à chaque fois, que pensez-vous de la journée de la femme du 8 mars? J'ai dit que c'est une belle journée, et c'est une journée contre qui? Quels hommes? Parce que nous sommes dans une société où certains hommes, ces grands hommes avec un grand H, ne considèrent pas nos hommes, nos frères à nous comme un grand H. Et ceux-là, j'ai envie de leur dire, ils ont le droit de participer à la construction de cette société, ils ont le droit de participer à la construction de cette vie, de cette France. Donc il faut leur donner la parole, il faut leur dire qu'ils sont de la population et oppressés. Une partie de la population est soulagée. Nous, on veut que dans le combat de la marche, ce soit un combat rassembleur, un combat qui soit porté par tout le monde. Parce que quand le pays n'est pas divisé, qu'on va tous vers un même but, nous voulons tous cette justice et ce droit et cette vérité. On renverse un pays, on est encore plus fort. On le dit depuis le début, tant qu'il n'y aura pas de révolution, une belle révolution, qu'on puisse avoir nos droits, pour qu'on puisse être respecté, on n'y arrivera pas. Parce que le cas d'Amath Traoré, le cas de toutes ces personnes-là, est représentatif du mal-être de cette France en tout cas, où cet État va utiliser nos quartiers populaires, nos jeunes, la précarité, la pauvreté, pour en tout cas faire valoir certains droits qui n'ont pas droit. Voilà ce qu'on veut défendre.
à travers le combat de mon frère. Et surtout, la France, quand elle dit liberté, égalité, fraternité, c'est strictement faux, parce que la France a conscience qu'une grande partie de sa population ne sait pas utiliser ses droits correctement. Et quand on ne sait pas utiliser ses droits, on ne peut pas accéder à la justice. Et moi, la première, à la première autopsie de Adama, il faut savoir que nous sommes quand même convoqués à la préfecture de Cergy-Pontoise et qu'on nous dit que comme vous êtes des musulmans et que nous savons que dans la religion musulmane, vous enterrez le corps dans les 3 jours, nous sommes permis de contacter Air France et Roissy. Le corps d'Adama peut partir dès le lendemain. Que toutes les personnes qui veulent l'accompagner, un passeport leur sera remis. On va les regarder droit dans les yeux, on va leur dire respectez-nous. Le corps d'Adama va rester ici. Peut-être qu'il sera enterré ici ou pas. Mais il faut savoir, comme ils ont conscience qu'on ne sait pas, qu'on ne connaît pas nos droits correctement, ils vont nous envoyer le corps d'Adama. Parce que nous allons demander une deuxième autopsie. Si nous prenons le corps d'Adama Traoré, nous prenons le corps de mon frère, il n'y a plus de deuxième autopsie. Là, ils vont essayer, ils vont quand même nous l'envoyer. Des personnes qui vont nous entourer, des militants vont nous dire ne prenez pas le corps. Voilà ce qu'est la France. La France est aujourd'hui un pays, en tout cas, antidémocratique, qui nous fait subir des pressions, des répressions, des lâchements. En tout cas, on a besoin de vous, on a besoin de votre soutien. C'est un combat qui génère beaucoup de force. C'est un combat qui génère de l'économie. Parce qu'il faut savoir que sans économie, on ne peut pas avancer dans ce combat. C'est une réalité, c'est une triste réalité, mais sans argent, on ne peut pas avancer. Il faut savoir que nous avons des outrages et des amendes à payer, nous avons des avocats à payer. Nous vendons des t-shirts que vous allez pouvoir trouver à votre disposition sur votre droite à 10 €, en tout cas pour soutenir la cause, pour soutenir un combat qui va aller sur du long terme. Parce que c'est l'économie et le nerf du combat. Sans économie, on ne peut pas avancer. L'État finance tout pour ces gendarmes, l'État finance tout pour ces forces de l'ordre. Voilà, en tout cas, on vous remercie beaucoup, on remercie tous nos soutiens. Depuis le début, on remercie toutes les personnes qui portent le combat, qui portent toutes les violences policières. Et beaucoup de force, en tout cas, à la famille Théo qui est là. Beaucoup de force à Antonin et son frère. Et j'espère que vous serez tous nombreux mardi prochain, de mardi à vendredi, en tout cas à Paris, parce qu'il faut y être, pour en tout cas dénoncer tout ça. Et en tout cas, on vous demande aussi une grande mobilisation pour Bagui, qui est là-bas en tant que prisonnier politique, qui risque de prendre des années de prison. Et aussi à mon frère Yacouba qui est en prison là-bas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va devoir vous donner la salle. Merci à ça, merci Michel. Et vous avez entendu en début mardi et vous aurez entendu du procès dans l'humanité. On a vu en permanence les journalistes politiques relayer la communication des candidats en oubliant l'analyse politique, justement la laissant de côté. L'engagement sur les politiques chez les journalistes n'est pas un souci en soi, a priori, on le sait bien à l'humanité, on a même le droit de défendre l'économie libérale à condition de l'assumer. Nous parlons tous toujours de quelque part. Le nier ne serait-ce pas un petit peu malhonnête, messieurs? Je présente donc Gérard Miller, qui est psychanalyste, documentariste, chroniqueur. Je vous présente M. Jean Kouchner, qui est secrétaire général de l'Union des presses francophones, qui regroupe 3000 adhérents dans 40 nationales, c'est ça en fait? Voilà, 50, voilà, avec des citations. Et Patrick Appel-Muller, directeur de la rédaction de l'Humanité. Donc je repose ma question. Nier qu'on parle de quelque part, n'est-ce pas un petit peu malhonnête? Bon, il y a des hésitations à démarrer, donc je démarre. Non, je crois qu'il y a effectivement une légende qui court la presse nationale et qui influence quelquefois l'opinion, c'est l'idée que l'information pourrait être objective, pourrait être dénuée d'engagement. Je crois que c'est la dernière campagne électorale. Je sais que Gérard Miller en parlait abondamment, a montré au contraire que l'ensemble de la presse française s'était positionné. Et positionné pour une très grande partie en faveur d'Emmanuel Macron, du futur président. Et on a vu ainsi des groupes de presse entiers, sachant qu'en dehors de l'Humanité et de la Croix, par exemple, il n'y a plus de quotidiens qui appartiennent à des structures indépendantes, qui sont tous la propriété du CAC 40. Le Monde est la propriété de Pigasse, de feu M. Berger et de M. Lille. Le Figaro est la propriété évidemment de Dassault. Les Échos
sur la propriété de M. Arnaud. Si on parle du Parisien, garde une structure familiale qui est devenue aussi la propriété de M. Arnaud. Et vous vous doutez bien que ce propriétaire d'un groupe de luxe prestigieux ne prévoit pas de vendre ses sacs Vuitton au lecteur du Parisien. Ces grands groupes se sont emparés de la presse pour en faire des outils d'influence. C'est le cas pour le groupe SFR qui a racheté l'Express, qui a racheté Libération, 40 journaux au total qu'il ajoute à un groupe de téléphonie et à des chaînes de télévision. C'est vrai également de toute une série d'autres journaux qui sont en train de structurer des multinationales de l'information qui additionnent à la téléphonie, à la télévision, de la presse écrite et même la maîtrise des tuyaux de la téléphonie qui permettent de diffuser cette information. Cette information, elle a pris des figures extrêmement frappantes pendant cette campagne électorale. On l'a vu à certains moments choisis. Concernant Jean-Luc Mélenchon, des campagnes à certains moments ont été lancées par les médias, reprises uniformément. Et de la même façon, tout d'un coup, Emmanuel Macron a représenté en l'occurrence 7, 8, 10 fois plus que les autres candidats dans l'ensemble de la presse française d'information générale. Je crois donc que la légende d'une presse qui pourrait être en dehors des enjeux de la société, être à équidistance entre chacun, est une légende qui doit être mise à mal. Le Monde, par exemple, s'est fait une longue réputation d'objectivité. Je crois que ce qui caractérise un journal, ce qui caractérise quelques médias que ce soit, c'est le regard éditorial, la ligne éditoriale qui porte l'orientation rédactionnelle, c'est-à-dire le regard qui porte sur le monde. Le regard qui porte sur le monde, c'est précisément ce qu'on appelle de l'idéologie, et je pense que précisément il faut bénéficier pour avoir une information de qualité, des informations sur qui part, d'où il part, qui possède aussi les médias dont il est fait usage que nous consultons, et que la question du pluralisme, c'est-à-dire de la possibilité d'une information différente, est une question assez prioritaire, assez fondamentale pour la démocratie. Oui, que l'objectivité n'existe pas en soi, c'est à mon avis une évidence, effectivement. L'objectivité, on peut en dire un mot rapidement. On est tous issus d'une culture, d'un milieu social, d'études, de pratiques qui nous amènent à être évidemment différents. À partir de là, on a un regard sur la société elle-même, on a un regard sur les choses, on a un regard sur les différents clivages politiques, sur les analyses qu'on peut porter, qui sont des analyses différentes. Par conséquent, on sait aussi que le pluralisme, ce qu'on appelle le pluralisme, c'est d'abord, ça ne peut exister que dans la pluralité des supports. Ça veut dire qu'il faut qu'on ait un certain nombre de représentations qui soient une représentation des idées dans la société, qui trouvent leur support et par conséquent aussi bien sûr leur public. Et c'est là-dessus je voudrais dire un mot là-dessus pour dire quoi? Pour dire que dans notre société, l'information qui est un bien d'abord des citoyens, parce que les journalistes ne travaillent pas pour eux-mêmes, ils travaillent pour le public, ils travaillent dans le cadre d'une société qui a besoin de citoyens informés, ou bien alors, on n'est pas réellement dans une démocratie, ça veut dire qu'on n'est pas réellement dans un contexte où chacun peut décider en connaissance de cause, en choisissant sa source d'information, bien sûr, mais aussi en la confrontant éventuellement à d'autres, qu'on est dans une société où il y a d'abord une marchandisation de l'information. Pour vivre, un support, et l'humanité le sait bien, quand il est porteur d'un regard un peu différent, ne peut se développer que dans la mesure où les gens l'achètent. Et où là aussi, il y a des ressources qui soient des ressources. C'est d'ailleurs pour ça qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, un certain nombre de lois avaient été, de règles avaient été édictées pour faire en sorte que les supports minoritaires puissent aussi être aidés. Et que cette règle, finalement, au fond, c'est un peu estompé, c'est un peu dilué dans la réalité du commerce. Donc si on veut pouvoir faire en sorte que l'information soit plus
couvre plus le champ de la réflexion politique et sociale, il faut peut-être réinventer un système où les médias ne soient pas prisonniers de ces questions qui sont des questions commerciales. Alors c'est vrai pour la presse écrite, mais c'est vrai aussi pour les moyens audiovisuels, puisque même dans les supports d'État, dans les chaînes qui sont des chaînes qui dépendent de France Télévisions, la question de l'audience est posée en permanence. S'il n'y a pas de conséquences directes sur le budget, puisqu'il y a la redevance, que ça comporte, même si la publicité prend une part importante dans ce budget, eh bien, de toute façon, on a, parce que c'est devenu une habitude, au fond, on a besoin de se mesurer aux autres, on a besoin, au fond, parfois, de céder aux sirènes de la démagogie, de traiter d'abord les sujets dont vous pensez qu'ils vont attirer plus de regards, de téléspectateurs, et on cède le pas, de telle façon qu'on pourrait, aux heures de rendez-vous, par exemple, avoir une information qui soit plus sur le fond, qui soit plus sur des sujets progressivement introduits, qui pourraient susciter la réflexion et le débat de façon plus importante.